Et voilà. Donc du coup, hop, je mets tout ça pour les voir. Alors voilà, commençons par que faire. Plusieurs questions ont été répondre. Répondre aux pleurs d'un nourrisson, répondre à un garçon, que faire face à une colère d'un enfant de 4 ans qui ne supporte pas la frustration. Que faire face à une colère? Imaginez, si vous êtes une femme, imaginez que votre mari va chez le psy et vous lui demande « Que dois-je faire face aux colères de ma femme ?» Et que là, le psy lui dit « Il faut lui mettre des limites. » Il est important de savoir qui est le chef. Vous vous sentiriez comment? Et évidemment, si vous êtes un homme, vous inversez, vous imaginez que c'est votre femme qui va dire comment gérer les colères de mon homme. Oui, on se sent frustré. Parce que quand ce sont nos colères à nous, on se dit que nos colères, elles sont justifiées, quoi. On n'est pas juste en colère, c'est pas un comportement qui vient de nulle part. C'est un comportement qui a des causes. Et ce que nous attendons de notre conjoint, ça n'est pas qu'il cherche à répondre à notre colère, mais qu'il cherche à répondre à la cause de notre colère. Qu'il s'intéresse à ce qui ne va pas, à la raison pour laquelle nous sommes furieux. Et en fait, le souci, c'est qu'avec nos enfants, nous oublions souvent ça. Son comportement ne nous convient pas. On ne veut pas qu'il morde, on ne veut pas qu'il crie, on ne veut pas qu'il soit en colère. On aimerait que ce soit tout le temps calme et gentil. Mais voilà, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et quand ils sont en colère, on se dit, mais comment je dois répondre à la colère d'un enfant de 4 ans? Eh bien, on n'en sait rien. Et heureusement, parce que si on avait une réponse, ça signifierait qu'on n'était pas prêt du tout à entendre la vraie colère. Si j'ai une façon de répondre à la colère, ça signifie que je réponds au comportement apparent, mais pas à ce qui se passe en dessous, à ce qui a motivé la colère. C'est comme on a l'eau là, l'iceberg. Nous, on voudrait que ça fonde ce qu'on voit. Mais plus on fond au-dessus, l'iceberg il est bien profond en dessous. Donc j'ai plutôt intérêt à regarder la cause. Ça nous mène à savoir qu'est-ce qu'une émotion. Une émotion, c'est quelque chose qui est d'ordre physiologique. Trop souvent, on pense qu'une émotion, c'est psychologique. Or, une émotion, c'est physiologique. Dans le cerveau, nous avons une petite amygdale. Alors, l'amygdale, ce n'est pas les amygdales qu'on a dans la gorge, Ce sont des noyaux, ça s'appelle pareil parce qu'en fait, c'est la même forme, une forme d'amande. Et donc, ce petit noyau, qui est beaucoup plus petit que ça, là, c'est juste une zone pour indiquer où ça se place, cette petite amygdale, c'est une structure qui va être activée dans certaines situations, notamment dans la situation de stress, et qui va déclencher ensuite des réactions émotionnelles. Le stress, c'est la réaction non spécifique de l'organisme à toute sollicitation. Toute nécessité d'adaptation va déclencher du stress. Le stress, il peut être physique, physiologique, psychologique, ça peut être toutes sortes de choses. C'est quelque chose qui nécessite que je m'adapte. L'émotion, c'est du stress à la base, avec une coloration affective. Le stress va être, donc on voit quelque chose et immédiatement l'amygdale réagit. Elle réagit en déclenchant tout un déluge d'hormones à l'intérieur du corps. Par exemple, il y a un gros chien qui me fait face. Mon amygdale, avant même que j'ai réfléchi et que je me sois dit quelque chose dans ma tête, mon amygdale a déjà envoyé un déluge d'hormones, adrénaline, j'ai le cœur qui bat plus vite, etc. J'ai peur. Enfin, je ne comprends que j'ai peur que juste après que l'émotion se soit déclenchée dans mon organisme, parce que c'est d'abord le déluge d'hormones dans le corps et ensuite une information des zones corticales.
C'est ce qui différencie une émotion d'un sentiment. Un sentiment, ça part du cerveau, ça part de ce que je me dis. J'ai une pensée et du fait de cette pensée, je me dis que je n'aime pas les chiens ou que les chiens sont méchants, alors quand j'en vois un, j'ai peur. Ça, c'est un sentiment et quelquefois, ça peut devenir un sentiment parasite. On va généraliser et l'enfant va avoir peur de toutes sortes de choses juste parce qu'une fois, il a eu peur et du coup, il généralise à d'autres choses. Mais ça n'est peut-être plus une véritable émotion. La vraie émotion, c'est lorsque ça passe d'abord dans le corps. Donc, une émotion, c'est trois phénomènes. Des neurotransmetteurs, c'est-à-dire toute une chimie qui se passe dans les neurones, la dopamine, les opioïdes cérébraux, et la chimie dans le corps, les hormones, et puis un influx électrique. À quoi ça nous sert de savoir ça? Eh bien déjà, si je vois qu'une émotion à l'intérieur de mon gamin, c'est un déluge d'hormones, c'est toutes sortes de neurotransmetteurs dans son cerveau, c'est une excitation électrique dans son cerveau, ben je ne vais pas peut-être me comporter exactement de la même manière que si je me dis c'est un truc psychologique. L'émotion, c'est une réaction physiologique de l'organisme. Et donc lorsque l'enfant a cette réaction physiologique, j'ai à l'aider à la gérer, à l'aider à l'accompagner. Une émotion, c'est quelque chose qui se déroule en trois phases. Parce que nous, le plus souvent, l'émotion, on voit le moment où l'enfant exprime l'émotion. Mais en réalité, l'émotion, c'est trois étapes. L'amygdale, au début, envoie le déluge d'hormones. Au moment où l'amygdale envoie le déluge d'hormones, on appelle ça la charge. Ça veut dire, boum, je suis prêt à agir. Adrénaline, hop, tout mon corps est prêt à l'action. Ensuite, eh bien, je reste en tension de quelque chose. Tant que la situation n'est pas gérée, donc imaginez, vous êtes en voiture, vous roulez, il y a un camion qui vient en face, boum, vous sentez l'adrénaline, vous sentez que tout devient blanc tout autour. Par contre, vous avez le geste juste, vous êtes super concentré, vous y arrivez, vous faites exactement ce qu'il y a à faire. C'est l'émotion de peur qui vous donne cette capacité d'arriver à gérer ce qui se passe. Et puis ensuite, hop, c'est fini, l'émotion, enfin, vous êtes sauvé, le camion est passé, vous n'avez pas basculé dans le ravin, et donc, vous descendez votre voiture, vous êtes soulagé, qu'est-ce que vous faites? Vous vous appuyez contre le capot, vous bloquez bien votre bas du dos, et là vous vous mettez à trembler, à pleurer, à crier. Et ça, c'est le temps de la décharge. Ça veut dire que quand l'enfant exprime, il n'est pas dans l'émotion, il est en train de se libérer de l'émotion. Tous, nous adultes, quand nous pleurons, nous nous sentons mieux. Nous aimons pleurer et nous dire « Ah, qu'est-ce que je me sens mieux? J'ai bien pleuré. » On sait à quel point c'est important, quand on est chargé à l'intérieur, de pouvoir enfin libérer les pleurs. On se sent mieux après avoir pleuré. Et pourtant, dès qu'un gamin pleure, on se précipite sur lui « Pleure pas, pleure pas !» Ça veut dire quoi? Ça veut dire garde bien la souffrance à l'intérieur de toi, surtout là, sors pas. Et oui, parce que quand l'enfant pleure, c'est pas le moment de la charge ou de la tension, c'est le moment de la décharge. Et alors quand on comprend ça, waouh, le monde s'éclaire avec nos gamins. Parce que du coup, on va comprendre pourquoi une minuscule frustration, il y en a un qui a demandé ça, une minuscule frustration va déclencher une grosse colère. Eh bien oui, si on regarde ça, le gamin, il a peut-être 9 ans, mais qu'est-ce qu'il a vécu dans la journée avant? Et donc voilà ce qui se passe. Nos enfants vivent toutes sortes de choses, mais s'ils ne sont pas avec leur figure d'attachement, ils vivent les émotions dans la journée. Ils ont des peurs, des colères, toutes sortes d'émotions, toutes sortes de situations stressantes auxquelles ils font face. Ils sont en tension toute la journée. Et puis là, maman vient les chercher. Ah!
Enfin, quelqu'un à qui je peux faire confiance, qui m'aime totalement, je vais pouvoir lui montrer. Et blam! Et c'est la même chose depuis la crèche jusqu'au lycée. À la crèche, l'éducatrice à la crèche, elles vous disent toutes: oh, qu'est-ce qu'elle a été adorable, votre fille, un vrai petit ange. Vous la prenez dans les bras, au bout de 5 minutes, c'est l'enfer. Et elle pleure pour un rien, et vous vous sentez vraiment une mauvaise maman parce que vous vous dites: ben, ça marche bien avec tout ce personnel à la crèche, et moi, je n'y arrive jamais, etc. Vous rentrez à la maison, de toute façon, votre mari vous culpabilise. Moi, avec moi, c'est tout à fait très bien. Et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur parce qu'on ne comprend pas. On oublie que même si le papa est très investi, d'ailleurs, quand c'est le papa qui reste à la maison toute la journée, quand c'est le papa qui s'occupe du bébé et que la maman va travailler, c'est complètement inversé. C'est au papa qu'elle va montrer la petite fille. L'enfant ne décharge vraiment ses émotions que à sa figure d'attachement, à la personne dont il est sûr que si je montre mes émotions, si je décharge, si je pleure, si je suis en colère, eh bien, elle ne va pas me juger, elle ne va pas me rejeter, elle va continuer à m'aimer. Papa, c'est pas sûr. Hein? Il va au boulot tous les jours, il me lâche tous les jours. Maman, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de moi depuis que je suis tout petit de manière préférentielle, la figure d'attachement, là, c'est sûr, je peux montrer. Charge, tension, décharge. L'enfant charge, reste en tension, puis il ne peut pas juste décharger. C'est rare qu'un enfant ait conscience et qu'il arrive, voilà, à l'adolescent qui vous dit: ah, maman, vraiment, ça a été super dur toute la journée. Qu'est-ce que j'ai dû me retenir de crier, de hurler. J'avais envie de courir, mais je ne pouvais pas. Je me suis vraiment ennuyée en classe. Ah, vraiment, prends-moi dans tes bras et laisse-moi pleurer un bon coup et crier. Non, ça c'est sûr, c'est réaliste. On n'a jamais appris ça. Déjà, la maman, elle serait comme la crèche. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attend une petite frustration. Il cherche une occasion. Eh, il n'y a plus de céréales. T'as encore pas été chercher les céréales que j'aime. Décidément, tu penses à rien, hein? Et nous, on est là et si on ne réalise pas qu'en fait, toute cette histoire de céréales, ça n'est que le détail dont il avait besoin pour pouvoir dire: maman, la vie est dure. Maman, c'est super difficile, j'ai du mal, je suis en colère, je suis frustrée, ça va. Si on arrivait à l'entendre, alors mais ça change la vie parce que du coup, on va s'asseoir à côté du gamin. Alors oui, c'est un ado, donc on ne va pas s'asseoir face à face comme ça, on va plutôt se mettre à éplucher les légumes ensemble, ou faire un gâteau, ou même jouer à un jeu vidéo l'un à côté de l'autre, pour permettre que les langues se délient et on va se mettre à l'écoute de ce qui se passe. On va se mettre à l'écoute de ce qui se passe au niveau de la base. Qu'est-ce qui a motivé ça? Une de mes amies a un enfant de 7 ans et à la moindre frustration, il se mettait à piquer des crises phénoménales. Tout. Il voulait absolument aller faire du vélo juste avant le dîner, donc évidemment elle lui disait non, et à ce moment-là c'était la crise. Il ne voulait pas mettre les chaussures qu'elle lui disait qu'il fallait mettre. Enfin tout était prétexte à situation dramatique. Elle a été consulter quelqu'un qui lui a dit: qu'est-ce qu'on vous dit en général quand vous allez chez le psy avec un problème avec votre enfant et que votre enfant pique des crises à la moindre frustration? Il faut lui mettre des limites, voilà. Et donc c'est ce que lui a dit la psy. Elle dit: il faut lui mettre des limites, madame, vous êtes beaucoup trop coulante avec lui, il faut être beaucoup plus autoritaire, avoir plus d'autorité à l'intérieur. En fait, le problème, c'est que vous avez du mal à vous séparer de votre enfant et c'est la raison pour laquelle il vous manipule.
Alors elle a essayé d'être un peu plus autoritaire, et évidemment ça a empiré. Et enfin, on a pu parler un peu, et je lui ai dit, mais finalement, toi tu crois qu'il est super en colère pour toutes ces petites frustrations, mais qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qui peut bien le mettre en colère si fort, ton enfant? Et là, elle me dit, oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé avec lui, mais ça fait plusieurs mois déjà, qu'il était super en colère tout le temps, mais qu'elle n'entendait pas. Et elle me dit, à l'école, ça se passe pas du tout bien, et il me dit qu'il a déjà tout compris, il avance très vite, mais son enseignante lui a demandé de rester assis, et quand il a fini un exercice, de ne pas bouger. Au début, il s'est levé et il a voulu aller aider ses amis, aider ses copains, qui eux n'avaient pas terminé. Et l'enseignante l'a arrêté en disant, non, si tu commences à leur faire leur travail, je ne peux pas voir où tes amis en sont, donc ça n'est pas possible, tu restes à ta place. Cette frustration, déjà s'ennuyer, plus être arrêté dans cette pulsation naturelle, spontanée, normale de vouloir aider les autres. L'enfant a été arrêté là-dedans. Donc, vous imaginez la colère qu'il peut y avoir, la détresse qu'il peut y avoir. Ce petit garçon ne montrait rien, il était adorable en cours. Tout le long de l'école, il restait adorable. Mais, une fois qu'il était avec ses deux figures d'attachement, son papa et sa maman, eh bien, ça éclatait dans tous les sens. Il n'avait que 7 ans. Il n'était pas capable de dire « Papa, maman, je souffre à l'école ». Et donc voilà. Ce qui se passe, c'est que lorsque nos enfants partent comme ça dans des réactions excessives, diverses et variées, ça peut être un tout petit qui se met à hurler parce que le gâteau n'est pas complet, parce que celui-là il est cassé, ou bien c'est pas le bon gâteau, non je veux le 3e, pas le 2e. Et il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'en fait l'enfant est en train de nous dire autre chose. Ma fille avait à peu près 3 ans et demi, 4 ans, et je l'ai emmenée au bain. Et là, au bain, elle commence à pleurnicher parce que le savon, ce n'était pas le bon savon. Ensuite, il n'y avait pas le jouet qu'elle voulait. L'eau était trop chaude. Après, elle était trop froide. Et puis, au bout d'un moment, je l'ai sortie du bain, je l'ai mise sur mes genoux, je l'enserre dans la serviette et elle pleure encore parce que son orteil n'était pas couvert par la serviette. On a tous vécu ce genre de choses. Je dis quand même, pour quelle raison elle pleure? Franchement, est-ce qu'elle pleurait pour la serviette, pour l'orteil? Non. Vous voyez que quand, comme ça, c'est chaque chose, une nouvelle chose sans arrêt, eh bien, c'est que ce qu'elle dit, c'est pas la vraie cause. Alors, elle ne peut pas le dire. Moi, j'ai un cerveau d'adulte. J'ai un cerveau d'adulte, donc moi, je suis capable de réfléchir. Et donc, je reviens en arrière. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant le bain? C'est vrai, elle m'a dit d'une voix plaintive. Dis, maman, il y a école demain? Et moi, j'avais dit, oui, il y a école, viens, on va au bain. J'avais pas pris le temps d'écouter. Et du coup, elle avait ce poids à l'intérieur. Alors, j'ai pris ma fille un peu plus fort et je lui ai dit, c'est dur, hein, l'école en ce moment. Alors, elle m'a regardée et elle a sorti 3 profonds sanglots. Là, c'est ça qui est différent entre une émotion et un parasite. Les réactions émotionnelles parasites, c'est des trucs de surface. D'abord, ça nous énerve. Ça, c'est une bonne façon de savoir. Si la façon dont s'exprime notre enfant nous énerve, c'est que ce n'est pas une émotion. C'est une réaction émotionnelle parasite. C'est quelque chose qui est mis en surface, mais qui n'est pas là. Ce n'est pas la vraie cause. Et là, par contre, c'était profond. Ça venait du ventre. 3 profonds sanglots. Et c'était fini. Et après, on s'est fait des câlins, des bisous, on a pu jouer toute la soirée. Alors que vous savez combien, quand ça commence mal avec un ceci, un cela, ça aurait pu durer aussi toute la soirée, que tout aille mal. Donc notre job d'adulte, c'est d'utiliser notre cerveau là où notre enfant ne peut pas encore utiliser son cerveau, et de savoir comprendre, identifier ce qui se passe dans les situations diverses qu'il rencontre. Quand
la décharge ne peut pas avoir lieu, quand la décharge de l'émotion est interdite, eh bien, voilà, l'enfant reste en tension. Et il attend une pichenette, quelque chose, une justification pour pouvoir libérer. Les pleurs, comme toute expression émotionnelle, peuvent avoir deux grandes causes. Là, je vous ai beaucoup parlé de la décharge, c'est-à-dire, on a été chargé, l'émotion qui peut avoir été de la colère, de la peur, de la honte, toutes sortes d'émotions, qui a mis le corps en stress, tout d'un coup est déchargée. Et donc la décharge, elle peut se faire sous forme de pleurs, comme ma gamine dans le bain, elle peut se faire sous forme de colère et de crise de rage, comme ce garçon de 7 ans, elle peut se faire dans des paniques, elle peut se faire de toutes sortes de... Ça peut prendre toute la gamme des émotions, les réactions émotionnelles parasites. Mais beaucoup de ces émotions sont des décharges. Vous savez que c'est une décharge quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous vous dites que l'enfant vous manipule. C'est pas du tout qu'il vous manipule, c'est juste qu'il tente. C'est même pas qu'il tente de dire, c'est qu'il est en surcharge et il faut que ça sorte, quoi. Et sinon, le pleur est aussi l'expression du bébé, l'expression du besoin. Le pleur signale aux parents, là, j'ai besoin de quelque chose. Ces pleurs-là, en général, on n'a pas trop de soucis avec. On les supporte. Le pleur d'un enfant, ah, il a faim. Hop, on y va, on donne à manger. Quand je dis on n'a pas trop de soucis avec, évidemment, il arrive qu'on soit assez intolérant aux pleurs, qu'on ait du mal avec les cris des bébés. Mais de manière générale, on a plus de facilité à réagir quand c'est un signal, quand l'enfant a réellement un besoin, que ce soit physique, physiologique ou psychologique, parce que finalement, là, on sait quoi faire. Tandis que dans la décharge, on est totalement démuni. Et voilà. Une fois qu'on sait que c'est une décharge, eh ben, on n'est plus démuni du tout. Il suffit d'accompagner la décharge. Donc, si c'est un petit, je l'attrape, je le pose sur ma jambe et je l'attrape comme ça, visage vers l'extérieur, de manière à ce qu'il ne puisse pas me frapper. Là, les jambes, elles battent des deux côtés, et puis les bras vont dans tous les sens, mais il ne peut pas ni se faire mal à lui, ni me faire mal à moi. Et là, je l'encourage, vas-y, crie fort. Vas-y, crie fort. Parce qu'il a besoin de cette décharge. Mais je ne vais pas me contenter de la décharge, je vais aussi interroger l'enfant pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette émotion? Alors voilà, comment savoir ce qui est à l'origine de l'émotion de l'enfant? Comment comprendre cette cause? « 5 ans. Comment l'aider à verbaliser ses émotions? Mais même à tous les autres âges. Nous, les adultes, nous adorons verbaliser. Sauf que verbaliser, sauf quand c'est le fou qui nous verbalise, oui, je crois que ce bébé n'aime pas trop les conférences finalement. Il va peut-être falloir qu'il aille faire un petit tour dans le couloir. Et du coup, j'ai perdu mes idées. Oui, verbaliser, verbaliser. Nous adorons verbaliser. Sauf que les enfants ne sont pas des êtres verbaux comme nous. Encore les petites filles, ça va, elles aiment bien les mots. Mais un petit garçon de 5 ans, vous lui parlez, ça ne fonctionne pas du tout pareil. À 5 ans, le cerveau d'un enfant, d'un garçon, n'est pas très outillé au niveau du verbal. Non, c'est vrai. Pourquoi? Parce que dans le ventre déjà, dans le ventre de maman, ça a commencé, il faut un peu de testostérone pour faire un garçon. Donc la testostérone inhibe la zone du langage. D'autres zones se développent davantage. Les garçons vont développer davantage le cerveau droit. Ils se repèrent davantage dans l'espace. Ils ont des compétences que nous n'avons pas. Après, ça va se réguler, les cerveaux se rattrapent. Mais il y a des périodes où c'est un problème. C'est pour ça que c'est un grave problème de laisser les petits garçons de 3-4 ans aller à l'école.
Alors évidemment, comme je dis ça, ce sont que des généralisations. Vous avez aussi des petits garçons qui parlent très très bien et qui vont être très doués au niveau verbal. Mais de manière statistique, la plupart des garçons, du fait de la testostérone, vont parler moins bien, plus difficilement quand ils sont petits. Et donc si on leur demande de parler à 5 ans, de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, eh bien on est mal barré. Alors en plus, un enfant de 5 ans, si vous essayez de lui faire sortir des choses, il va trouver des trucs à dire. Mais sa manière de trouver des raisons, il cherche ce que vous avez dans la tête. Et donc, s'il vous a entendu dire que peut-être il y avait Zoé qui avait été méchante avec lui, il va dire c'est parce que Zoé a été méchante avec moi. Mais si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce que je lui dis. Si vous faites 2 propositions, il va prendre la dernière juste parce que c'est la dernière. C'est-à-dire que les stratégies des enfants, pour vous répondre au niveau verbal, n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous, on appelle être une raison. Donc, faire verbaliser un enfant de 5 ans, de 3 ans, ou même d'ailleurs de 14 ans, parce que à 14 ans, tellement de testostérone, Alors, qu'est-ce qu'on a comme option, puisque j'ai dit qu'il s'agit quand même de comprendre. Alors, les enfants tout petits, on sait à peu près comment s'est passée leur journée et ce qu'ils ont vécu, mais les autres, on sait moins. Comment savoir ce qui se passe dans sa tête? Eh bien, si on utilisait son langage, c'est quoi le langage des enfants? Le dessin ou le jeu? On peut jouer, on peut le faire dessiner, c'est sûr, mais on peut surtout jouer. Et en jouant, on a un contact en plus intime. D'abord, on prend du temps avec l'enfant, donc ça va nourrir son réservoir d'amour, donc ça va lui permettre déjà de se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir montrer les choses. Et puis après, eh bien, avec les Playmobil ou avec les peluches ou avec les Barbie, on met en situation et on lui dit, ben, on va jouer à ce qui te pose souci dans ton cœur. Faites-lui confiance, il va vous montrer. Et alors, dans ces moments-là, par exemple, moi je serais l'éléphant, et donc il y a la girafe qui dit un truc, je suis l'éléphant, au lieu de moi agir, je vais demander à mon enfant, et qu'est-ce que je dirais l'éléphant? Ah, ben l'éléphant, il dirait qu'il n'est pas content. Je ne suis pas content. Et donc, on fait exactement ce que l'enfant nous dicte de faire. Et comme ça, petit à petit, on va voir émerger la situation. Spontanément, les enfants rejouent ce qui les a blessés. Ils vont jouer à la maîtresse, ils vont rejouer les situations. Peut-être qu'on peut être là, nous aussi, et participer, et ça va les aider à nous confier, à nous montrer ce qui se passe, ce qu'ils ont sur le cœur, sans qu'ils aient vraiment à verbaliser de manière abstraite. C'est plus facile de faire verbaliser à travers des peluches que de verbaliser comme nous on entend, en faisant des raisonnements, en faisant des causes, des effets, etc. Donc pour aider un enfant, même petit, à nous dire ce qu'il a sur le cœur, on peut jouer. D'autant que jouer va remplir son réservoir d'amour. On a tous un réservoir d'amour, on a tous besoin d'attachement, de se sentir en lien avec autrui. Et quand il y a un problème, quel qu'il soit, quand on est stressé, eh bien, ce réservoir d'amour, même s'il a été rempli complètement, il suffit d'un petit stress et zoup, ça se vide. Donc notre enfant, souvent, il a son réservoir vide. Il a besoin qu'on remplisse son réservoir le plus souvent possible. Nous, on est la pompe à essence. Le papa, la maman, on est là, la pompe à essence, et on doit être prêt à remettre un petit peu d'essence. Quand vous avez votre voiture, vous ne dites pas à votre voiture, bon, on est à Saint-Étienne, on va aller à Lyon. Et une fois qu'on sera à Lyon, si tu m'as bien conduit, eh bien, je te mettrai de l'essence. Non. On met d'abord de l'essence, comme ça, la voiture nous conduit. Avec nos enfants, c'est comme si on donnait l'amour au compte-gouttes. C'est comme si l'amour, c'était une récompense. Pas du tout. L'amour, c'est un carburant. L'enfant en a besoin pour pouvoir fonctionner. Et donc, si
il y a un problème de comportement, s'il y a un problème d'émotion débordante, s'il y a un problème de frustration, s'il y a un problème quel qu'il soit, ça signifie que son réservoir est vide. Donc en tout premier, je donne de l'amour. Ce que j'ai souvent pas trop envie de faire. Parce que nos parents, ils n'ont pas fait comme ça. Hein. C'était plutôt, va dans ta chambre, ou alors une punition, quelquefois même des coups. Le plus souvent, quand on faisait quelque chose de pas bien, on avait droit à un retrait de l'amour. Et ça ne fonctionne pas pour l'éducation. Si on veut avoir une chance d'aider nos enfants à nous montrer, à gérer les émotions, et même à avoir des comportements de plus en plus adaptés, il est très important de nourrir, de donner le carburant dont ils ont besoin. L'amour est un carburant. C'est d'abord la base, ce dont on a besoin pour pouvoir continuer. Ce qui va nous amener à la séparation. Comment se séparer entre 2 et 4 ans, et même à tout âge. Mais entre 2 et 4 ans. Séparation signifie risque pour le réservoir de tomber en panne. Et donc, si j'ai cette idée de réservoir, ben, ça va me donner quelques clés pour savoir comment je vais faire. Et donc, mon petit garçon, entre 2 et 4 ans, si le problème, c'est qu'il a peur que son réservoir se vide trop vite, eh bien, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Le remplir à fond et l'aider à trouver une solution pour qu'il puisse le remplir. Donc, je vais d'abord lui donner plus d'attachement. Il est là, oh maman, papa, je ne veux pas aller chez papi, mamie. Et nous, on est, ah bon, tu ne veux pas aller chez papi, mamie, ils ont été méchants avec toi. On va tout de suite essayer de trouver des raisons. Mais en fait, la seule vraie raison, c'est qu'il ne veut pas nous lâcher, nous. Peut-être même que si ça se trouve, c'est même pas un rapport avec lui. Si ça se trouve, c'est même pas parce que lui, son réservoir d'amour est vide. Si ça se trouve, il veut juste rester avec nous pour vérifier que notre réservoir d'amour à nous, il reste plein. Parce que nos enfants cherchent à nous guérir. Ils ont besoin de parents heureux. Et s'ils perçoivent que, ouais, si je m'en vais, ils vont encore se disputer les deux là. Si je m'en vais, maman, elle va pleurer. Si je m'en vais, maman, elle va se sentir triste. Non, je reste avec maman. Mais je ne lui dis pas, je reste avec toi parce que sinon tu peux se retirer triste. Je ne veux pas aller chez papi, mamie. Et nous, on croit que c'est à cause de papi, mamie ou de l'école ou de ceci ou cela. Non, quelquefois, c'est juste parce que l'enfant ne veut pas nous quitter de peur qu'on ait un souci. Quelquefois, ils sont anxieux aussi. Ils se construisent des films dans leur tête. Si je quitte maman, la maison va prendre feu. On ne s'en rend pas toujours compte tout de suite. Mais les enfants réfléchissent, surtout vers 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il se passe toutes sortes de choses dans leur tête et ils se mettent à faire des trucs pour éviter que la maison prenne feu, pour éviter que papa s'en aille, pour éviter que maman s'en aille, pour éviter que maman meure. Souvent, hein, vers 4 ans, 5 ans, les enfants nous attrapent et nous disent « Quand est-ce que tu vas mourir, maman ?» Ou alors « T'es sûr que tu ne vas pas mourir ?» Et cette idée de la mort est tellement proche. Et donc, beaucoup, ils traversent une période où il y a beaucoup de crainte, de peur. C'est une période aussi où il y a toutes sortes de tics qui se développent. Et parfois, si on n'est pas, nous, suffisamment à l'écoute de cette anxiété à l'intérieur, eh bien, les tics peuvent devenir des TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs, où là, les enfants vont répéter l'anxiété. Ils ont l'anxiété à l'intérieur et ils se disent, bon, si je mets bien mes chaussures côte à côte, oh là là, il faut vraiment qu'elles soient exactement là, bien mises mes chaussures, et puis il faut que cette peluche-là soit exactement comme ça. Si je fais ça, alors maman va vivre. Si je ne le fais pas, maman va mourir. Malheureusement, nos enfants ne le disent pas. On voit juste qu'ils mettent bien leurs chaussures comme ça et qu'il ne faut absolument pas faire autrement que ceci, cela. On voit qu'ils tiennent absolument à ce que les choses soient exactement, précisément à leur place. On n'imagine pas ce qu'ils se disent dans leur tête par rapport à ça. En fait, c'est parce qu'il y a cette anxiété terrible à l'intérieur et qu'ils ont des idées, puis ils ne veulent pas nous en parler. Et puis ils se disent, tant que je mets bien mes chaussures, ça va. Sauf qu'évidemment, ça ne fait que grandir, et c'est de plus en plus compliqué pour eux à gérer.
passe toutes sortes de choses dans le cœur de nos enfants. Et c'est pour ça que plutôt que de regarder juste la surface et de dire « Oh là, il ne se comporte pas bien, là, qu'est-ce que c'est que c'est écrit, qu'est-ce que c'est que c'est là ?» Non, nous avons à écouter qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans son cœur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui se dit, comment il vit les choses. Je reviens à notre petit garçon, petite fille, non, petit garçon, j'avais dit là. Le petit garçon, donc, soit il veut aider maman, soit il a peur d'être tout seul. Il a peur que son réservoir se vide. Peut-être bien qu'il y a des choses chez papy et mamie qui ne lui conviennent pas, c'est possible, on peut toujours faire des jeux. Allez, ça c'est le dinosaure papy, ça c'est J'aurais dû choisir autre chose. Le petit écureuil mamie, bref, on joue avec les peluches pour savoir et on fait émerger ce qui se passe. Mais sinon, il ne se passe pas forcément quelque chose. Quelquefois, les enfants adorent leur papy-mamie, et d'habitude, ils adorent y aller. Ce jour-là, ils ne veulent pas. Peut-être parce qu'il y a un truc. Simplement, ils peuvent ne pas avoir eu assez d'amour. Le réservoir, il est vide. Et alors, surtout si le grand, il va chez papy-mamie, et le petit, il reste à la maison. Parce que je dois l'allaiter, tu comprends. Ouh, ça ne me plaît pas du tout. Il n'y a pas de raison, quoi. Et donc, on monte en jalousie, etc. En fait, non, c'est pas de la jalousie. C'est juste que mon réservoir n'est pas assez plein. Alors, comment faire pour remplir le réservoir d'amour de mon enfant? Du jeu, mais peut-être on peut carrément faire une grosse bagarre sur le lit. Avant de partir, avant d'emmener l'enfant chez la grand-mère, eh bien, on fait une partie de câlin ou de bagarre sur le lit. La bagarre, c'est génial pour deux raisons. D'abord parce que ça donne du contact physique, beaucoup de contact physique. Le parent est totalement disponible pour son enfant. Et en plus, alors, on va faire une bagarre où c'est lui qui a toujours le dessus. Hein. C'est très important que l'enfant gagne. Il ne s'agit pas de bloquer l'enfant. On fait une bagarre qui du coup lui donne un sentiment de pouvoir. Et il va se restaurer dans son pouvoir. Non seulement il se remplit, mon papa, ma maman m'aime, et en plus j'ai du pouvoir sur lui, je gagne, je suis capable de... Et du coup, après, on peut très bien aller chez papy et mamie sans problème. Notre job, c'est donc de donner suffisamment. Quelquefois, il y a des enfants qui n'arrivent pas à garder un réservoir plein suffisamment longtemps. Petit à petit, dès qu'ils sont partis chez papy et mamie, même si papy et mamie sont géniaux, ben ça diminue. Quelquefois, on est à l'école, ça diminue trop. Ça diminue, donc on pleure et ça ne va pas. Alors là, il nous faut une astuce. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver? On peut lui donner une photo. On peut lui donner un t-shirt à nous, qu'on a bien mis sous nos aisselles et qui sent bien notre odeur. On peut lui faire un petit bracelet. On lui fait un petit bracelet d'amour. Et puis on met le bracelet sur notre cœur, on dit « Je charge le bracelet de plein d'amour et quand je vais te le mettre, et comme ça tu vas pouvoir aller à l'école ou à la garderie, à la crèche. Et quand tu toucheras, si jamais tu sens que tu as besoin d'un câlin de moi, tu touches le bracelet et tu vas sentir que ça va te faire tout chaud dans ton cœur et c'est comme si j'étais en train de te donner un câlin. » Donc voilà, on va outiller l'enfant pour qu'il ait des ressources à l'intérieur pour pouvoir se débrouiller tout seul et activer, remplir lui-même ce réservoir d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On va revenir aux nourrissons. Les pleurs de nourrissons à 18 heures. Eh oui, comment ça se fait que tant de nourrissons pleurent vers 18 heures? On le sait tous. Alors on essaie d'imaginer toutes sortes de choses, on se dit c'est la journée, machin. Oui, c'est la journée. En fait, il y a tout simplement une chute de température à cette heure-là, une chute d'hormones, et donc il y a une modification physiologique qui met
l'enfant, le cerveau de l'enfant, légèrement sous stress, et donc en fait il décharge. Il n'y a rien à faire de spécial que d'être là et d'accompagner. Il se passe quelque chose dans son corps. Comme c'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose qui est en rapport avec la mélatonine, avec la lumière, avec la lumière qui décline. Et nous aussi, les adultes, on a une petite baisse d'énergie vers 18 heures. On a cette petite légère baisse de température qui fait que, du coup, on est en plus moins disponible pour pouvoir accompagner. Mais si on le sait, on se dit, bon, eh bien, il va y avoir la période de 18 heures à traverser. On peut juste accompagner, et puis on peut se dire qu'il y a quand même des enfants plus ou moins sensibles. Il y a des enfants qui pleurent démesurément vers 18 heures, et d'autres qui pleurent tout le temps. Et donc, comment ça se fait? Du coup, on se culpabilise, on se dit, bah oui, mais le mien il pleure, ça veut dire que je suis une mauvaise mère, etc. On galope très rapidement à se dire qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Mais le simple fait que tant d'enfants, à 18 heures, se mettent à pleurer, signifie que ça n'est pas quelque chose qui nous concerne nous. C'est quelque chose qui concerne tous les enfants et qui est naturel. Maintenant, chaque enfant a une zone de sensibilité plus ou moins élevée. Donc ce que je vais faire, c'est accompagner mon enfant et puis je peux aussi l'aider à muscler sa sensibilité. Les enfants qui pleurent beaucoup à 18 heures, ça va être souvent aussi les enfants qui ont un peu de difficulté à intégrer leur sensorialité. Il y a des enfants qui ne supportent pas qu'on leur mette un truc sur la tête. Ils ne supportent pas qu'on leur mette des chaussettes, où il faut que la chaussette soit mise exactement comme ça. Qui ne supportent pas les étiquettes dans le dos, parce qu'ils ont une sensibilité exacerbée. L'intégration des différents sens, l'intégration de la vue, de l'odorat dans les oreilles, pas tellement, de l'odorat, de l'audition, l'intégration du sens de la kinesthésie, c'est-à-dire le sens du mouvement, de la somesthésie, l'intégration sensorielle, c'est tout un processus dans le cerveau. Et en fonction de toutes sortes de choses, les moments où on a été plus ou moins stressé dans le ventre de maman, notre génétique, tout un ensemble de facteurs concourent à ce que nous soyons plus ou moins sensibles à ceci ou à cela. Et donc, nos enfants sont aussi plus ou moins sensibles à ceci ou à cela. Mais souvent, c'est général, c'est-à-dire que si l'enfant sursaute au moindre bruit, il va aussi quelquefois avoir des sensations plus exacerbées. Certains enfants, quand on leur met un pull en laine, mais ça les brûle terriblement. Et nous, on ne comprend pas. C'est pour ça que les chaussettes, ils ne les supportent pas. C'est pour ça qu'ils veulent être tout nus toute la journée. C'est parce que c'est comme si ça brûlait leur peau. C'est comme si, nous, on écoute une musique, mais lui, il l'entend démesurée. Parce que, en ce moment, son cerveau n'a pas encore complètement tout intégré. Et donc, les sensations sont extrêmement fortes. Alors, si on a un enfant comme ça, qui est hyper réactif, déjà, savoir que c'est juste qu'il est hyper sensoriel, qu'il a une sensorialité extrêmement développée, ça va être lié à pas mal d'intelligence aussi, il n'y a pas péril à la demeure, hein. Mais par contre, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, et pas d'être culpabilisé, tu pourrais faire un effort, mais si, habille-toi, etc. Non, il a besoin d'être entendu et de savoir que, oui, on comprend que s'il réagit comme ça, c'est sûrement qu'il a une bonne raison de réagir comme ça. Et on peut travailler sur la nutrition. On peut travailler à lui donner un petit peu plus de bonnes graisses, des huiles, des bonnes graisses. S'il est allaité, il va recevoir le bon lait de maman qui est un lait très très gras, donc ça va nourrir son cerveau. Pourquoi nourrir le cerveau de graisse? Parce que les neurones sont, quand l'enfant vient au monde, ils ne sont pas encore myélinisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une gaine de graisse et de protéines qui tout autour, qui aident à la propagation de l'influx nerveux. Et donc, nous avons, pour que l'influx nerveux passe mieux, et que donc l'enfant réussisse à intégrer mieux les différents systèmes sensoriels, il est nécessaire d'amener au cerveau davantage de bonnes graisses. Donc, on va lui donner un petit peu plus de graisse, on va diminuer le sucre,
On va diminuer tout ce qui peut être allergisant dans son alimentation, comme peut-être le lait qui est pas celui de maman. On va diminuer le pain, on va diminuer donc le sucre. On va faire en sorte qu'il nourrisse son cerveau. Et puis, on va nourrir son corps aussi. On va le caresser doucement pour l'habituer à supporter le sensoriel. On va lui faire des petits massages avec une petite balle de tennis. On va caresser avec une petite plume. On va éduquer son corps. On va le rééduquer, l'aider à petit intégrer davantage son système sensoriel. On va commencer à répondre à pas mal de choses là. Alors, 2-3 mois, il ne parle pas, il passe ses journées à pleurer. À 2-3 mois, évidemment, il ne peut pas parler encore, il est tout petit. 2-3 ans, on avait dit ah. J'ai écrit ah oui, 2 ans et 2 mois. Voilà. 2 mois. 2 ans et 2 mois, il ne parle pas. 2 ans et 2 mois, il pourrait parler, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne parlent pas. Mais il pleure toute la journée. Il pleure toute la journée, ça veut dire qu'il souffre. Et s'il souffre, eh bien ça aussi, c'est notre job. Bien sûr, il ne parle pas. Donc, il va falloir trouver qu'est-ce qui motive ça, qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Et donc, on va chercher tous azimuts. D'abord, on va chercher le stress physiologique. On ne va pas tout de suite galoper la psychologie. Je suis psychologue, hein, mais c'est drôlement important de ne pas inverser les processus. Et d'abord, je regarde qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer dans sa physiologie. Trop souvent, on passe à côté de problèmes gastriques, tout simplement. Et donc, s'il a mal au ventre, il pleure toute la journée. Énormément d'enfants ont mal au ventre. Il suffit de manger un peu trop de sucre, un peu trop de pain, un peu trop de lait, et du coup, on va avoir mal au ventre. On peut être devenu réactif aux arachides ou bien réactif, peut-être il y a une allergie qui s'est développée. En tout cas, ça vaut le coup d'aller tester et d'aller vérifier qu'est-ce qui peut-être se passe au niveau de son ventre. Ensuite, on va regarder, est-ce qu'il y a d'autres signes? Est-ce que peut-être il a de l'eczéma? Est-ce qu'il a de l'asthme? Est-ce qu'il a des réactions allergiques autres? Des problèmes de peau? Là, tout de suite, je pense encore plus à un problème physiologique au niveau des intestins. Une fois qu'on a réglé, on a vu qu'il n'y a pas de soucis aux intestins, eh bien, on va regarder d'autres choses. Qu'est-ce qui peut bien le faire pleurer? Il peut pleurer parce que les parents ne pleurent pas. Parfois, quand les parents, surtout que sa mamie vient de décéder, non, c'est pas le même. Bon, les parents ne pleurent pas pour une raison X, mais ils devraient pleurer. Les parents ont une souffrance. Un des deux parents, peut-être, a une souffrance dans son cœur, mais il ne dit pas. Parce qu'il veut être un bon parent, donc il assure, il met un sourire. Et du coup, c'est le bébé qui pleure à la place. Parce que les bébés, ils sentent à l'intérieur ce qui se passe. Ils sentent la détresse de leur maman, la détresse de leur papa. Et c'est pas possible de garder cette détresse-là. Et donc, ils peuvent simplement se mettre à pleurer notre souffrance à nous. Donc, quelquefois, quand l'enfant pleure, c'est pas forcément qu'il est en train de se décharger lui. Parfois, il est en train de tenter de nous décharger nous. L'ennui, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que comme ce n'est pas son problème à lui, il peut pleurer toute la journée, ça ne le résout pas. Une vraie émotion, ça ne dure pas longtemps. L'enfant pleure, et au bout de quelques minutes, c'est fini. Si ça continue, c'est que ça n'est pas une émotion, c'est parasite. Sauf évidemment s'il a mal au ventre. Là, il y a le vrai besoin, il y a quelque chose qui se passe dans son corps, et du coup, il ne peut pas le gérer autrement. Alors, quand je dis mal au ventre, ça peut être mal aussi ailleurs, hein, évidemment. Mais il y a un stimulus qui reste là, donc il va pleurer tant que le stimulus n'a pas disparu. Mais sinon, le pleur de décharge, c'est rapide. Si ça dure, c'est que c'est pas là. Donc, je regarde d'abord, est-ce que peut-être c'est quelque chose qui appartient aux parents? Sinon, je vais regarder le reste de sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment? Mais peut-être qu'il est en train de pleurer aujourd'hui à 2 ans,
des choses qu'il a vécues quand il était nourrisson. Peut-être que au moment de sa naissance, il y a eu une césarienne, où il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées. Et donc, du coup, il n'a pas pu, il a eu peur, ou il n'a pas pu exprimer évidemment ses émotions à cette époque-là. À 2 ans de moins, c'est une période où le système limbique, donc la partie du cerveau qui s'occupe des émotions, se construit et se myélinise justement. Donc, ça donne du sens aux émotions. Donc, ce qui était perçu comme presque proto-émotion avant va être réorganisé. Donc, c'est un moment où peuvent être réexprimées des choses plus anciennes. Le mieux, c'est d'aller voir un thérapeute qui aide à décoder et à trouver quel est le besoin de cet enfant. Donc, d'abord un nutritionniste, d'abord un médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe physiologiquement pour cet enfant. Et s'il n'y a rien de physiologique, alors on peut regarder au niveau psychologique pour tenter de définir ce qui se déroule dans son cœur. Et on a parlé d'alimentation, alors on va continuer sur le repas et toujours le même aliment. Ça, c'est typique aussi des enfants qui ont des problèmes de difficultés dans leurs intestins. Quand l'intestin est devenu poreux, certaines molécules peuvent passer un petit peu rapidement directement dans le sang et du coup l'enfant devient addict à cette nourriture-là. Donc par exemple, il adore les éclairs au chocolat et il ne veut manger que ça. Pas très équilibré, mais sinon il fait la scène et du coup on craque, on lui donne toujours l'éclair au chocolat. Mais le problème c'est que du coup on entraîne le même fonctionnement. Pour quelle raison un enfant va refuser de manger? Alors pour de multiples raisons. En fait, ça peut être tout à fait une histoire, comme on l'a vu, de décharge. Parfois, un enfant refuse de manger parce que vous voulez qu'il mange avant les autres, parce que papa il rentre qu'à 8 heures, et donc toi tu manges à 7 heures, parce qu'après il y a le bain, etc. et tout. Et donc l'enfant, non, surtout s'il a à peu près 2 ans ou un peu plus, il ne veut plus manger tout seul. Donc un enfant peut refuser de manger. En réalité, il n'est pas en train de refuser de manger, il est en train de refuser la manière de manger. Parfois, on ne le met pas à table avec nous, on le met sur sa chaise haute. Et il ne veut pas manger. Et on croit qu'il ne veut pas manger ce qu'il a dans son assiette. Parce que c'est la seule chose qu'il sait dire. Mais en réalité, c'est non. Mais parce qu'il ne dit pas, j'ai envie d'être à table comme tout le monde. Mais c'est quand même ça qui va faire que ça solutionne tout le problème. Donc les enfants ne sont pas encore capables de nous dire la totalité de ce qui se passe dans leur cœur, c'est à nous de deviner. En fait, il y a toujours 2 grandes choses qui font que l'enfant va se braquer, se bloquer. Soit il a un besoin d'amour, donc le besoin, son réservoir est trop vide. Il suffit qu'on n'ait pas fait le jeu avant le dîner, et du coup il ne veut pas manger. Et si je vais jouer avec lui suffisamment, du coup, il est prêt à manger. Parce que le problème de manger, si je mange, je connais le truc après. Juste après le dîner, les dents, l'histoire, le dodo. Je ne vais pas avoir mon jeu. Donc, je bloque le truc dès le début. Mais évidemment, l'enfant ne sait pas, n'ose pas dire à sa maman, à son papa, je voudrais un grand moment de jeu sur le lit avec toi. Mais quelquefois, ça suffit pour décoincer les choses. Donc, remplir le réservoir d'amour. Et l'autre chose, c'est la liberté. Les enfants ont besoin de liberté, de se sentir libres, de sentir leur pouvoir personnel. Donc, s'ils ne mangent pas, j'ai 2 questions à me poser, au niveau psychologique, au niveau physiologique, il y en a d'autres. Le niveau psychologique, c'est est-ce qu'il manque? Là, son réservoir est un peu vide. Parce que pour manger, ça ne suffit pas de manger des choses. D'ailleurs, on n'a pas du tout envie qu'ils remplissent leur réservoir d'amour avec la nourriture. Ça, on ne veut pas qu'ils se mettent ça dans la tête. Ça pose assez de problèmes par la suite. Donc, on remplit bien le réservoir d'amour, comme ça, ils ont envie de manger la nourriture. Et l'autre chose, c'est un problème de blocage sur la liberté, le pouvoir personnel. Donc, je n'ai pas ce dont j'ai besoin pour mon âge. Et donc là, eh bien peut-être on peut adapter, voir, c'est à nous de chercher, on tâtonne pour trouver
Est-ce que c'est que tu veux être à table? Est-ce que c'est que tu veux une serviette verte? Est-ce que c'est que... Voilà. Quel est le détail qui fait que ça va libérer le truc? Mais quand vraiment l'enfant se bloque sur un seul aliment, le plus souvent, il s'agit d'une intolérance alimentaire. L'enfant devient dépendant de l'aliment auquel il est allergique. Alors, ce n'est pas une allergie où il va faire un œdème de poing, mais c'est une allergie, on dit de type 2, c'est une allergie, une intolérance en fait, où certaines molécules donc, de cet aliment passent trop rapidement dans le sang et vont aller exciter les zones de son cerveau qu'on appelle des zones opioïdes. Et sur ces récepteurs opioïdes, ça va déclencher souvent d'ailleurs un comportement qui peut être agressif ou bien rêveur. Et donc souvent, ces enfants qui sont bloqués, qui ne veulent pas, qui mangent un seul aliment, ils vont avoir d'autres problèmes associés. Souvent, ils ne parlent pas beaucoup, ou même pas du tout. Il y a des enfants jusqu'à 3 ans, 4 ans, ils ne disent pas un mot, ils veulent manger un seul truc. Et donc c'est vraiment un problème du cerveau qui s'est développé de manière inharmonique et du fait d'une intolérance alimentaire. Donc ces intolérances alimentaires, j'en parle beaucoup dans le livre Bien dans sa cuisine. Le titre ne donne pas toujours exactement ce qu'il y a dedans. Dans Bien dans sa cuisine, il y a toute une partie sur la méditation en pleine conscience dans la cuisine, et il y a toute une partie sur la nutrition, et notamment sur ce phénomène, sur le gluten, sur l'impact du sucre qui met nos enfants dans des situations de devenir hyperactifs et même voire violents dans toutes sortes de situations. Une enfant de 3 ans et demi refuse toute activité et reste à l'écart, à la gym. Nous, on aimerait bien que nos enfants ils soient bons partout. Qu'ils aient 19 en mathématiques, 19 en gym, 19 en anglais, 19 partout. Pourquoi 20, c'est pas possible, on est en France. Mais, eh oui, on aimerait que nos enfants aient toutes les compétences. Eh bien non. Nos enfants peuvent aimer plus ou moins telle ou telle chose. Là encore, en fonction du développement de leur cerveau, ils vont être plus à l'aise dans une activité ou dans une autre. Notre job n'est pas de complètement les soutenir dans leur activité favorite et de laisser complètement tomber les autres activités. Notre job de parent, c'est tout de même d'harmoniser. Donc, si l'enfant n'aime pas du tout courir, etc., on va quand même l'entraîner un petit peu. Mais on a aussi à regarder d'autres choses. Parce que quelquefois, il se cache des choses psychologiques là-dessous. Quelquefois, en fait, l'enfant a été braqué juste parce que peut-être un autre enfant lui a fait une remarque la première fois, ou la semaine dernière. Et du coup, tant que c'est pas guéri, ça, la remarque, elle reste là, et l'enfant généralise, il ne veut plus. L'ensemble de l'activité, il refuse. Il ne sait pas encore dire, même s'il a 8-9 ans, il ne va pas toujours savoir dire « je me suis senti humilié par Marc qui m'a fait une remarque à tel jour et tel moment ». Il va juste savoir que ça me fait non. Et du coup, il se braque. Quand un enfant se braque devant n'importe quelle activité, il ne veut plus aller au judo. Ça ne me plaît plus le judo. Non, je ne veux plus faire de piano. J'aime pas le piano. Avant de changer d'activité, on va peut-être enquêter un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vis dans ton cœur? Alors, on ne demande jamais pourquoi. Si on demande pourquoi, c'est comme si on mettait la grosse lampe, là, pourquoi l'enfant se sent. Et donc là, il se met à chercher ce qu'on a dans la tête. Donc on ne va pas le faire. On va lui demander, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu imagines? On commence nos phrases par qu'est-ce que? Ou bien de quoi? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi au judo? Et là, on va apprendre que c'est en fait, c'est pas du tout l'activité judo qui lui plaît pas, mais c'est que jamais personne ne le choisit pour faire les katas avec lui, donc il se sent rejeté. Voilà, d'autres métiers, c'est un métier. Le métier de parent, c'est un métier d'enquêteur. On a à chercher, avec notre cerveau à nous, ce qui se passe pour cet enfant.
tout en se rappelant aussi qu'un enfant de 3 ans et demi qui reste à l'écart, c'est peut-être juste parce qu'il est très intelligent et qu'il regarde. Les enfants, on aime bien voir nos enfants joyeux, jouer ensemble, etc. Mais il y a aussi des enfants plus introvertis qui préfèrent prendre le temps, qui préfèrent rester sur le côté. Et bon, pourquoi pas? Tous les grands hommes sont des grands introvertis. Enfin, pas tous, mais Gandhi était ultra timide. Gandhi était tout le temps réfugié à l'intérieur de lui-même. Et pourtant, vous voyez comment il a changé le monde. Donc, bon, chacun son chemin. Et peut-être qu'on n'est pas obligé de forcer un petit peu trop les choses. Notre deuil est difficile, c'est toujours la corde à rêve, parents. Hein. On ne sait jamais si on doit aller plus par-ci, plus par-là. En fait, peut-être qu'on peut se réguler grâce aux émotions de nos enfants. Si quand on pousse un peu notre enfant, il se met à pleurer, il se tend, il a peur, alors là, l'émotion nous dit stop, recule. Et donc, on peut agir et puis on écoute la réaction de l'enfant. Une réaction émotionnelle signifie qu'il se passe quelque chose pour lui et donc, hop, je recule. Une petite fille de 2 ans qui mord face à toute émotion. Ça, c'est important d'avoir remarqué, c'est chouette d'avoir remarqué, c'est par rapport à toute émotion. Parce que les adultes, on a tendance à interpréter qu'une morsure, c'est méchant et que donc c'est de l'agressivité. Dans toutes les crèches, on sait que les enfants de 2 ans mordent. Presque tous les enfants mordent à un moment ou à un autre, vers 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi. Pourquoi? Pour de multiples raisons. D'abord, ils ne font pas encore bien la différence entre la bouche et la main. Et pour eux, prendre un truc avec la main ou prendre avec la bouche, c'est juste prendre. En plus, quand ils ont eu la dentition qui venait, on leur a donné plein de trucs à mâchouiller, et donc on trouvait ça très bien, et tout d'un coup, ils ne peuvent plus mâchouiller. Un enfant de 18 mois, 2 ans ne fait pas bien la différence entre... Alors, bien sûr, il fait la différence entre un humain, mais il n'a pas encore tout compris autour de qu'est-ce que je peux mordre et qu'est-ce que je ne peux pas mordre. Et donc, au début, ça peut être dans toutes sortes de situations. Ah, il mord. Enfin, nous, on dit il mord. Lui, il referme sa bouche d'abord sur le bras de sa petite sœur. Alors, évidemment, ça déclenche des cris. Et d'habitude, quand il fait ça avec sa girafe, on est là tout content, et là, vas-y, continue. Et là, il fait ça avec la petite sœur, et nous, oh, et on crie. Lui, il ne comprend pas forcément tout. Et il n'a que 18 mois, 2 ans. Et donc, la relation de cause à effet, il ne la comprend pas. Il sait qu'il y a une relation, que quand il mord, ça déclenche un cri, ça l'intéresse beaucoup. Donc, il va le refaire pour voir si ça le refait. Mais c'est expérimental. C'est pas forcément agressif. Après, évidemment, nous, si on arrive et qu'on commence à crier, du coup, on stresse l'enfant et là, on peut lui enseigner que la morsure devient agressive et donc, du coup, il peut construire une morsure plus agressive. Mais un enfant qui mord devant toute émotion, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'émotion, c'est ça monte dans mon organisme, déluge d'hormones, il se passe toutes sortes de choses électriques et chimiques dans mon cerveau. Et donc, pour l'instant, la réaction de cette petite fille de 2 ans et de nombre d'enfants de 2 ans, ça va être d'agir avec la mâchoire. Alors, quoi faire? Déjà, quand on voit que l'émotion commence à monter, hop, on attrape l'enfant. Parce que notre souci à nous, les adultes, c'est qu'on engueule après. On regarde l'enfant, tu vas voir qu'il va aller la mordre. C'est quand même incroyable. Dans les crèches, là, il y en a 2. Ah, tu vas voir qu'il va encore le faire. Mais on voit qu'il y va, zouit, on l'attrape juste avant et on le détourne. Et on lui donne une autre activité et on l'aide à gérer autrement. Comme ça, on lui enseigne à ne plus mordre. En intervenant juste avant. Mordre, taper, etc. Toutes ces choses-là. Tirer les cheveux, les jolis cheveux blonds de la entier, ça fait griller aussi. Et donc,
preuve que l'enfant n'a pas une intention de nuire, il en est incapable encore à cet âge-là. Et il est incapable aussi de retenir son impulsion. Il voit les beaux cheveux blonds de sa sœur, ça donne envie. Et bien sûr qu'on lui a répété 20 fois, tu ne tireras pas les cheveux. Et même lui, il a dit, je ne tirerai plus jamais les cheveux de ma sœur. Mais il n'a que 2 ans et demi. Et donc, la zone de son cerveau qui est vers l'impulsion n'est pas encore connectée avec la zone de l'inhibition de l'action. Ça se connecte un peu plus tard, à partir de 3 ans, 3 ans et demi, à 2 ans et demi, c'est pas connecté assez. Donc du coup, quand il y a, quelles que soient les grandes leçons que vous lui ayez faites, s'il y a une impulsion, paf, il va le faire. C'est notre job à nous, parce que nous, on a un cerveau opérationnel de je le surveille, je l'attrape et je gère les choses à sa place. Un enfant qui fait du chantage affectif, ça signifie qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens pour se faire entendre. Là, on a besoin aussi de se poser des questions. Qu'est-ce qui me fait ce chantage affectif? Ça veut dire que c'est la seule chose qui finalement fait que je l'écoute ou que je suis susceptible de donner satisfaction à son besoin. Souvent aussi, ce chantage va dissimuler quelque chose d'autre. Peut-être qu'il nous fait un chantage affectif pour obtenir un téléphone portable. Tous mes copains à l'école, ils ont un téléphone portable. Je suis le seul de ma classe à pas avoir de téléphone. C'est la plus méchante maman du monde. Et donc, nous, on vacille un petit peu. Heureusement que fois, on a le réflexe de téléphoner aux autres parents pour apprendre que non, on n'a pas du tout d'autre téléphone. Mais on croit que l'enfant veut un téléphone portable. C'est ça notre souci, c'est qu'on croit nos enfants. Quelquefois, c'est vrai, mais quelquefois, pas du tout. Quelquefois, c'est le truc qu'il a trouvé pour avoir une argumentation et en réalité, il est en train de dire « Je me sens exclu dans ma classe. Je suis tout seul et les autres ne jouent pas avec moi. » Et donc, même si on lui achète le téléphone, ça n'a aucun sens. Ça ne répond pas à son vrai besoin. L'enfant qui nous fait du chantage affectif, il nous énerve. Donc, si ça nous énerve, c'est que ce n'est pas du vrai. C'est qu'il s'agit d'aller décoder derrière. Il est en train de chercher à me dire quelque chose sans arriver à me le dire. Mon job, c'est d'arriver à déceler qu'est-ce qui se passe pour lui. Et donc, au lieu de rester bloqué sur « non, pas ce téléphone, oui, ce téléphone, tata », on s'en fiche du téléphone, c'est juste l'outil qu'il a utilisé pour attirer notre attention sur une blessure. S'il nous dit « tous les autres, ils en ont un et moi, j'en ai pas », il est en train de dire « tous les autres partagent quelque chose et moi, je me sens exclu de tout ça ». Et donc là, il a besoin de pouvoir dire ce qu'il a sur le cœur, dire ses émotions, dire ce qu'il porte à l'intérieur de lui, être entendu dans ce qu'il vit et non pas qu'on lui achète tous les téléphones portables de la Terre. Elle a 7 ans, elle a peur de sa maîtresse. C'est arrivé à ma fille et elle m'a dit « Maman, j'ai peur de ma maîtresse. » Ah oui. Et de quoi tu as le plus peur? Ça, c'est une ruse. Si on demande de quoi tu as peur, mais je n'ai pas peur. De quoi tu as le plus peur, ça donne la permission d'avoir peur. Ça veut dire qu'on accepte que l'enfant ait peur. Parce que notre réaction, nous, c'est de dire non, elle est gentille, ta maîtresse, de quoi tu as peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais une émotion, c'est une émotion, c'est une réaction physiologique, donc il la vit. De quoi tu as peur? De quoi tu as le plus peur? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est dur? Et là, ma fille me dit ben, j'y arrive pas. Et puis je rêve et ça ne lui plaît pas, donc elle me dit que je rêve. Ah. Alors là, on a plusieurs solutions quand l'enfant a peur de sa maîtresse. De toute façon, il s'agit de ne pas lui dire des choses. Si je dis des choses à mon enfant, si je cherche à le rassurer, je le mets en dépendance.
je continue de lui dire, moi je sais, moi je suis bien et toi tu dois faire ça. Donc, il se sent de plus en plus victime et petit. Alors il s'agit, c'est dur, hein, mais il s'agit de se retenir en tant que parent, d'aider. Juste être là et lui permettre de retrouver son propre pouvoir. Donc, j'ai peur de la maîtresse, on peut jouer à la maîtresse. On joue à la maîtresse, donc là c'est elle qui est la maîtresse, et comme ça on va voir comment se comporte la maîtresse. On va voir comment ça comporte en vrai, mais pas quelquefois, même comment l'enfant la fantasme. C'est pas sûr qu'elle soit exactement comme ça. Hein. Mais elle dit des choses vraies. L'enfant dit des choses vraies, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est exactement le comportement de la maîtresse. Donc on peut la faire jouer. On peut aussi lui demander, et la maîtresse, à ton avis, quand elle te voit regarder par la fenêtre et rêver, qu'est-ce qu'elle se dit? C'est-à-dire, à 7 ans, l'enfant commence à être capable de faire ça, de rentrer dans la tête de la maîtresse pour voir depuis la maîtresse comment elle voit la petite Margot qui est en train de rêver. Là, ma fille m'a regardée. Elle doit se dire que je ne l'écoute pas. Peut-être. Et on arrête là. C'est-à-dire que notre tendance à nous, c'est de continuer, de vouloir parler trop. L'enfant est autonome. Et dès qu'on voit qu'elle a pigé un truc, on s'arrête. Elle est revenue me voir quelques jours plus tard, mais enfin, évidemment, on est ensemble, mais quand elle est revenue me voir un peu plus tard, quelques jours plus tard, alors, t'en es où avec ta maîtresse? Oh, ça va bien, je l'ai apprivoisée. Puis comment t'as fait pour apprivoiser ta maîtresse? Eh ben, je lui ai dit des choses gentilles. Et ça a fonctionné. Après, j'ai vu la maîtresse qui m'a dit, vraiment, votre fille, ça s'est transformé, je l'ai apprivoisée. Ils se sont mutuellement apprivoisés. Mais ma fille avait pigé que, en fait, la maîtresse la grondait, et donc elle se sentait mal de ce que disait la maîtresse, mais elle n'avait pas compris les raisons pour lesquelles la maîtresse la grondait. Dès qu'elle s'est mise dans la tête de la maîtresse et qu'elle a vu, bon, c'était clair. Donc elle savait que la maîtresse avait un réservoir d'amour vide, et il suffisait de remplir le réservoir d'amour. Et c'est vrai que la maîtresse m'a confirmé que tous les jours, elle lui disait « Ah, quel joli collier, etc. » Et ça a très bien fonctionné. Une autre peur, mon fils, plus grand, il rentre au collège et l'enseignante lui demande de réciter sa table de multiplication. Blanc total. Il rentre à la maison avec un mot. Adrien doit apprendre ses tables de multiplication. Regarde mon fils, il commence à faire des tables de multiplication du essai. Oui, mais elle me fait peur et dès qu'elle m'interroge, je ne sais plus rien, c'est tout blanc dans ma tête. Que faire? Quand l'autre nous fait peur, on est victime. Pour ne plus avoir peur, on a besoin de changer de position. Au lieu d'être objet de la demande de la maîtresse, devenir sujet. Une des façons, c'est donc de se mettre de l'autre côté, une autre façon, c'est de jouer à la maîtresse, une autre façon encore, c'est d'oser dire à la maîtresse ce qui se passe. Et donc, on a discuté, mon fils et moi, et c'est lui qui a décidé, ben, je vais lui dire que j'ai peur, que ça me fait peur, et que c'est tout blanc dans ma tête, que je les sais, mes récitations, et que, mes tables de multiplication, et que c'est tout blanc dans ma tête quand tout s'efface quand elle m'interroge. Et donc il a été au collège, et l'enseignante, quand il lui a dit « Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur !» Elle n'avait pas encore fait le stage grammaire des émotions. Et donc, mon fils lui a dit « Si, j'ai peur. » Et surtout, ce qui est important, c'est que du fait de lui avoir dit, il avait repris son propre pouvoir. Ça suffit. Si je suis capable de dire, de regarder mon enseignant dans les yeux et de dire, lorsque vous m'interrogez, c'est tout blanc dans ma tête, eh bien, je m'en libère. Et du coup, il a pu réciter sa table de multiplication et ça s'est bien passé. Pour gérer la peur, surtout, ne protégeons pas trop nos enfants.
Quand ils ont peur, quand ils sont anxieux, nous avons à les aider à trouver leur propre solution, à les aider parce que l'objectif, c'est qu'ils se sentent sujets. Si nous, on leur dit ce qu'il faut qu'ils fassent, ils sont encore objets et donc ils vont rester dépendants de nous et ne vont pas prendre leur propre pouvoir. Les deux clés vraiment, c'est toujours l'amour, le réservoir d'amour et le sentiment d'avoir du pouvoir personnel. Et voilà, là on a parlé d'un seul enfant à la fois. Mais il se trouve que de temps en temps, on en a deux, même trois, même quatre. Et c'est pas simple. Ma sœur m'énerve, je voudrais qu'elle meure. On est très bien tous les trois, je vois pas pourquoi on aurait un autre. Dis donc, quand est-ce que tu me l'as ramené à la maternité, la bébé, là? Parce que ça va, on l'a vu maintenant, tu peux leur apporter. Nous, on conclut à la jalousie. Un peu rapidement. Peut-être qu'effectivement, il y a de la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment complexe, mais il n'y a pas que de la jalousie. Et ce qui se passe entre les enfants, c'est bien au-delà de la jalousie. L'enfant de 9 ans, là, il dit « Ma sœur m'énerve ». C'est pas parce qu'il est jaloux. Peut-être, mais pas sûr. Peut-être qu'elle l'énerve. Et c'est normal. J'imagine que 9 ans, c'est l'aîné. Quand vous êtes l'aîné, vous avez envie de grandir. Vous avez envie de pouvoir avoir vos objets sans avoir tout le temps une petite sœur qui veut jouer, mâchouiller votre stylo et jouer avec vos affaires. Quand on est deux enfants, il y a le grand et le plus petit. Enfin, les jumeaux, il y a aussi celui qui est un petit peu plus grand que pareil, mais déjà, majoritairement, il y a un grand et un plus petit. Le grand, il veut grandir, donc le problème quand il est face à son petit, c'est que nous avons tous de grands neurones qui s'appellent des neurones miroirs dans notre cerveau, qui font qu'on ressent ce que l'autre ressent. Ça nous permet d'imiter, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet l'empathie. Et donc, lorsque je suis le grand, je vois ma petite sœur, et je me sens intérieurement devenir comme le bébé. C'est insupportable. Et donc, j'ai envie de l'étrangler, de ne plus le voir, j'ai envie de ne pas vivre ce que je suis en train de vivre. C'est une des raisons pour lesquelles, quand vous avez un nourrisson, le grand veut se remettre à téter. Nous, on pense jalousie. C'est pas ça. C'est que ces neurones miroirs dans son cerveau l'obligent à ressentir ce que ça fait que de téter, puisqu'il voit le bébé téter. Et donc, il a besoin d'avoir le sein lui aussi dans la bouche. C'est pour combler cette dynamique qui se passe dans son cerveau. Mais en même temps, souvent, dès qu'on le lui propose pour de vrai, il dit « Non, non, ça va. » Bon, deux enfants, on est toujours assez étonnés, nous, ils veulent le même jouet. Et on se dit, il a une voiture, l'autre arrive, il est jaloux et il veut la voiture. Rien à voir avec la jalousie. C'est encore un truc de neurone miroir. Si je vois l'autre jouer, je sens dans mon corps toutes les sensations qu'il est en train d'éprouver en train de jouer. Donc j'ai naturellement besoin de l'objet pour aller avec toutes ces sensations. Si je n'ai pas l'objet, je fais une crise parce que j'en ai vraiment besoin pour aller avec les sensations que j'ai à l'intérieur. C'est pour cela que dès que l'autre abandonne la voiture et me la donne, et il part sur le cheval à bascule, moi ça ne m'intéresse plus du tout la voiture, je veux le cheval à bascule. Parce que ce que je cherche, c'est à sentir, à avoir l'objet qui va avec toutes les sensations que me donnent mes neurones miroirs. C'est fabuleux tout ce qu'on apprend sur ce qui se passe dans le cerveau aujourd'hui. Ça nous permet de voir l'enfant complètement différemment.
au lieu d'interpréter, de surinterpréter ces comportements, on peut enfin commencer à comprendre ce qui se passe. Donc 2 enfants, ils ont des conflits quasiment en permanence à cause de leurs neurones miroirs, à cause du fait qu'il y en a un grand et un plus petit. Le plus petit, c'est quoi? Il voit le grand. Ah, alors là, c'est son vieux. Et du coup, il le colle. Il veut tout le temps être avec lui, il veut faire comme lui, il veut avoir ses affaires. Mais le grand, je dis, mais laisse-moi tranquille. Et tout ça, c'est bien naturel, c'est normal. Quelquefois aussi, on ne comprend pas entre... Dans la voiture, un de mes enfants dit à l'autre, la fille dit à son frère, non, si, la fille dit à son frère, t'es qu'une tapette. Mon fils commence à se blêmir. À ce moment-là, mon mari, on était en voiture tous les 4, mon mari se retourne et dit, tu ne parles pas comme ça à ton frère, chacun est différent. Je dis, ouh. Parce qu'en vrai, ça veut dire quoi? Toute agressivité signe, c'est un jugement, une tapette, donc il y a un besoin en dessous. Ça signe une émotion. C'est toujours une recherche de rapprochement, une insulte. Et donc je cherche dans ma tête, quel est le rapprochement? Et du coup, je me tourne vers ma fille et je lui dis, tu ne supportes pas qu'il se laisse faire par ses copains, exactement comme toi il y a 2 ans. Ma fille, oui. Et mon fils. Si on regarde que la surface, on ne comprend rien. Dès qu'on pénètre en dessous et qu'on va au cœur de l'émotion, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur, eh bien, en fait, en réalité, tous les humains, on est pareil. On recherche 2 choses. L'amour, le rapprochement, l'attachement et la liberté, pas se sentir contraint, pouvoir décider de son propre chemin. Et je pense que vous êtes là. Vous avez posé des questions avant. Et donc, il est tard, non? 10 heures. 10 ans, 10. Et donc, je vous propose de vous retrouver. Je vais me mettre à la table de dédicaces et continuer les dédicaces pour ceux à qui j'ai promis les dédicaces et pour tous les autres. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a des petits documents de toutes les associations.